Mais ce soir, on va parler d'Arabie Saoudite sous un angle différent, sous l'angle géopolitique, avec Jean-Baptiste Guégan qui est là avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Spécialiste en géopolitique du sport. On parlera de ton futur bouquin dans quelques minutes tout à l'heure. Mais membre permanent du COMEX, qui est notre podcast que nous faisons avec JB le lundi soir. c'est pas le vrai COMEX, je précise. C'est le COMEX du 11e art, ouais. Voilà. Ouais. Celui de la Fédé de foot. Parce que Daniel, il a entendu COMEX, il a failli tomber de sa chaise. Il dit quoi? Il dit toi, t'es là-dedans. Non, c'est un hommage à ce COMEX. Ouais. Alors, il est intéressant de décrypter ce que veut faire l'Arabie Saoudite dans le foot et d'ailleurs dans le sport en général, parce que c'est vraisemblablement quand même très différent de ce que fait le Qatar. Là, on ne parle pas de soft power là, pour les Saoudiens, Jean-Baptiste, a priori. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est de parler à la jeunesse saoudienne. On a plus de 70% de la population saoudienne qui a moins de 35 ans. Sauf que Mohamed Ben Salman, qui n'est pas encore arrivé au pouvoir, il est prince héritier, il prépare les 40 prochaines années. Dans un régime autoritaire, il vaut mieux préparer l'avenir. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui s'appelle Vision 2030. Alors, il y a le programme Vision 2030, et dans ce programme, il y a l'idée d'aller offrir finalement du divertissement, des loisirs et de la culture à la jeunesse saoudienne. Ce qui était interdit ce qui permet d'éviter de faire la révolution comme au printemps arabe. Exactement. Parce que le modèle est là. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter de se faire renverser. Et, c'est une vraie ouverture, alors. Il y a une vraie ouverture avec aussi une chose très simple. Cette jeunesse, elle a déjà accès à l'extérieur. Et elle a cette demande de loisirs-là. En se mettant finalement la jeunesse de son côté, il s'assure d'abord un contrepoids par rapport à ceux qui voudraient qu'on garde le pays fermé. Et ça peut lui permettre derrière aussi de gouverner plus facilement. C'est déjà un positionnement politique. Juste là-dessus, il y a un parallèle qui était intéressant, c'est avec le modèle chinois aussi, c'est de dire on vous donne du mode de vie, on vous donne des moyens, à condition que vous ne vous occupez pas de politique. C'est ça, c'est-à-dire que la démocratie, c'est bien gentil, mais c'est pour les autres. Là, ce qu'on vous propose, c'est des loisirs, du développement, de l'économie. Maintenant, vous nous laissez faire pour le reste. Et la politique, c'est nous. Le reste, on fera ce qu'il faut. On vise un despotisme éclairé ? C'est un peu ça. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Avec, il ne faut pas l'oublier, la liberté de la presse, elle n'existe pas. Les droits des femmes, des minorités, ça n'existe pas. Non plus, voilà. Mais là, tu as d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Tu vois, du point de vue environnemental, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pays qui fait partie des pays les plus pollueurs. Tu prends Aramco, par exemple, la compagnie qui gère le pétrole, c'est l'un des 3 acteurs les plus polluants du monde. Ça, il faut aussi nettoyer l'image. Et c'est là aussi où il y a un enjeu justement de soft power. C'est-à-dire que le sport va servir, et le football aussi, à nettoyer l'aventure et à présenter une image attractive, favorable. Et ça va avec un plan de développement justement. Alors, il y a un truc intéressant sur le foot, c'est que donc on a en Arabie Saoudite des grands stades qui sont pleins. Il y a une vraie culture, foot. Voilà, et qu'on a là une jeunesse qui adore le foot. C'est pas le championnat du Qatar où en gros les stades sont vides ou le championnat émirien où les stades sont vides. C'est pas la même dimension, c'est pas la même population. Exactement. Tu regardes la population du Qatar, c'est 3 millions de personnes, mais c'est 300 000 ressortissants qui ont la nationalité. L'Arabie Saoudite, c'est 36 millions de personnes. Ah oui. Donc c'est x100. Donc quand il faut venir Benzema ou Cristiano Ronaldo, c'est pas forcément pour claquer ça, claquer ça à la tête du monde, c'est pour les jeunes de chez eux. Ça fait plaisir aux gens, quoi. Voilà, parce que on vous offre les meilleurs. Non, eux, ils kiffent le foot, vraiment. Ouais, tu prends à Etihad, par exemple, le taux de remplissage moyen, c'est plus de 90%. On a 40 000 personnes de moyenne dans le stade sur la saison. Les femmes ont le droit d'aller au stade désormais ? Ça, en l'occurrence, c'est pas encore dans le spectre. On n'est pas dans cette logique-là pour l'instant. Là, on reste aussi sur une de ces limites-là. C'est-à-dire que la mixité, c'est pas encore quelque chose qui est complètement les droits des femmes ont grandement évolué en Arabie Saoudite. Alors, on partait évidemment j'allais dire de très très loin, mais en fait, on partait de rien. Puisqu'il y a quand même quelques années où une femme ne pouvait pas se balader dans la rue seule, par exemple. Aujourd'hui, elles peuvent conduire. D'ailleurs, petite idée, si vous voulez vous expatrier, il paraît qu'ouvrir une auto-école en Arabie Saoudite en ce moment peut vous rendre riche, parce qu'il y a quand même plusieurs millions de conductrices à former. Ah oui, il y a des clients potentiels. Des clientes potentielles. Il y a aussi un mouvement en Arabie Saoudite, et j'ai eu un témoignage d'une amie qui connaît très bien la question, puisqu'elle a vécu là-bas tout à l'heure avant l'émission. Il y a de plus en plus de femmes en Arabie Saoudite qui se baladent dans la rue sans voile. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de liberté comme ça. Nous, on a certains endroits en France où on veut mettre le voile. En Arabie Saoudite, les femmes veulent l'enlever. Enfin, il y a un mouvement de fond important aussi. Alors, c'est toujours pareil, il faut voir d'où on part. Voilà, faut le relativiser aussi. C'est-à-dire que si tu prends par exemple les femmes et le fait de conduire, les 5 activistes qui étaient à l'origine de ça, elles sont encore en prison. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ouverture, il y a une volonté aussi de faire de l'Arabie Saoudite un pays plus ouvert vers l'extérieur, c'est la volonté de Mohamed Ben Salman,
qui reste un despote. Le projet Neom, par exemple, d'ouverture, c'est ça aussi. C'est pouvoir attirer les talents du monde entier. C'est une ville futuriste, c'est ça ? On est au nord-ouest, ça fait la taille de la Bretagne, et l'idée, c'est de faire une sorte de gigantesque Dubaï où tu pourrais faire tout ce que tu fais à Dubaï, mais en Arabie Saoudite. Une sorte d'endroit où finalement, tu aurais beaucoup plus de liberté. Voilà. Et ça change vraiment la donne. Il y a cette volonté d'ouverture. Précision, les femmes sont autorisées à aller au stade en Arabie Saoudite. Mais dans la pratique, c'est pas aussi... comment dire c'est pas avéré. C'est plus facile pour des expatriés, par exemple, que pour des Saoudiennes. Parce qu'il y a aussi l'usage. C'est-à-dire que tu vas pas avoir, comme chez nous, 10 à 20% du stade qui va être composé de femmes. C'est-à-dire qu'on commence à voir progressivement ça arriver, mais c'est pas encore pleinement entré. Et puis ça dépend aussi des endroits en Arabie Saoudite. Question de Jérôme Thomas, une nouvelle ville de la taille de la Bretagne, est-ce que l'ambition est de se comparer au Stade Rennais ? Personne ne peut se comparer aux entreprises françaises et des entreprises françaises qui sont ont tout intérêt à ce que ça se développe. Beaucoup d'intérêt à faire notamment de l'immobilier. Là. Alors précisons aussi que là on parle de foot, mais il y a d'autres développements. Là, on sait qu'il y a le Paris-Dakar par exemple qui maintenant est en Arabie Saoudite, qui pourrait s'appeler Paris-Riyad peut-être un jour, je ne sais pas, mais enfin bon. Voilà. Il y a eu aussi une grosse offensive dans le golf, le golf. Ouais, ils ont préempté le golf. Il y a eu un incident sur le Dakar qui avait été relativement étouffé, une enquête qui a été menée. Relativement étouffé, un peu carrément étouffé même. Je dis ça, c'est en attendant. Qui a eu lieu, c'était quoi l'année dernière ? Ouais, c'est l'année dernière. L'année dernière. Avec... Une bombe placée sous les cieux et il y a le conducteur qui est là. Et donc voilà. On n'est pas quand même dans un contexte. Tout à fait. Enfin, c'est loin d'être apaisé. Mais enfin, il y a une offensive générale dans le sport, en fait, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux acteurs en termes d'investissement. Ils ont littéralement préempté le golf, c'est-à-dire que l'initiative qui visait à couper le golf en deux a fonctionné. Et aujourd'hui, à la tête de la plus grande ligue de golf mondiale, on va avoir un Saoudien. C'est l'initiative saoudienne qui a pris le dessus. Ils sont présents dans le cyclisme, ils sont très présents dans l'e-sport. Ils sont présents en F1. On a un Grand Prix. Ils ont postulé pour en avoir un deuxième. Ils sont présents en Formule E. Ils font du catch. Ils font des combats de boxe. Souvenez-vous de Joshua Ruiz. Ils sont présents aujourd'hui. La Super Coupe espagnole, la Super Coupe d'Italie. Il n'y a que la Ligue des Talents qui n'est pas capable de s'expatrier là-bas. C'est peut-être pas une mauvaise chose en même temps. Et jusqu'où ils veulent aller parce qu'on a l'impression qu'en gros, ils nous achètent des trucs. Ouais. Venez jouer votre finale et tout. Donc à terme, j'en sais rien, moi, Séphérine peut dire on va aller jouer la finale de la Ligue des Champions là-bas. C'est quelque chose aujourd'hui qui est plus à exclure. Parce que le Qatar aurait très bien pu se porter candidat et qu'à un moment donné, la question se pose. Si c'était aux États-Unis, par exemple, et ça a été dans les tuyaux un temps, est-ce que ça poserait un problème ? Non. Là, la question, c'est l'ampleur du chèque. Finale de Ligue des Champions, même aux États-Unis, ça pose quand même un problème. Oui, évidemment, ça nous en pose. Jusqu'où ils peuvent aller financièrement ? Est-ce que tu as des chiffres sur le foot, par exemple, intéressants ? Là, sur le plan de recrutement, par exemple. D'abord, excuse-moi, c'est terminé au tennis. On va conclure le match avec Julien Taxis. On y va. Et oui, à l'instant, la victoire de Casper Ruud. Le duel scandinave va tourner en faveur du mieux classé, du plus âgé et de celui qui a été beaucoup plus solide. Ruud, le Norvégien, victoire en 4-7 face à Holger Rune. Je vous donne le score 6-1, 6-2, 3-6, 6-3. Comme l'an dernier, c'était déjà en quart de finale. Et il attend Casper Ruud, désormais Alexander Zverev en demi-finale. Ce sera certainement la première vendredi, juste avant le monument que l'on attend tous à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Donc, merci. Bonne soirée, Julien. Bonne soirée, les amis. Revenons à notre discussion. Oui, alors, est-ce qu'il y a des éléments financiers que tu as, je sais pas, à nous donner sur l'investissement dans le foot, par exemple, ce qu'ils veulent faire Si on regarde, par exemple, le plan de recrutement des stars, ils ont budgété jusqu'à $1 milliard pour les faire venir. Si on regarde les infos il a pris un dixième du budget, là. Ah. Non, deux dixièmes du budget. Mais s'il vient pas, il a libéré la moitié du budget, peut-être. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être une offensive sur d'autres joueurs. C'est-à-dire que Neymar, qu'on imagine en partance, peut-être qu'à un moment donné, il fait partie de la liste des joueurs ciblés. Là, on a une offre sur Zaha, par exemple. Il y a d'autres joueurs comme ça qui sont intéressants et qui vont être approchés. Parce qu'une fois que Messi est parti à l'Inter Miami, il faut lui trouver finalement un remplaçant qui ait une visibilité comparable. Il faut s'attendre à ce genre d'offre-là. Alors c'est aussi un pays où il y a un problème avec la pratique du sport, parce qu'il y a énormément d'obésité en Arabie Saoudite. C'est 60% des Saoudiens qui sont et donc ça fait aussi partie, je crois, de la stratégie de mettre la population, enfin les jeunes en l'occurrence, au sport. L'idée, c'est justement d'utiliser le sport comme un facteur qui incite à faire justement du sport, du foot en l'occurrence. On a vu une montée, par exemple, depuis que Ronaldo est là, du nombre d'inscriptions dans les clubs. Donc il y a un effet, sauf qu'on sait que cet effet il dure pas. Donc il faut alimenter avec des stars, il faut qu'il y ait les résultats. Et l'idée c'est que derrière... Il va rester Ronaldo ?
Les rumeurs faisaient état déjà d'un ennui de sa part. Alors, ennui, c'est possible avec le contrat qu'il a. Je pense qu'il prendra sur lui pendant encore un an et après, on verra. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que leur politique est vraiment pensée. C'est-à-dire que c'est la même politique que le Qatar avec d'autres objectifs. Tout est pensé, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de politique intérieure, une dimension qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire la vitrine, et puis derrière, il y a une vraie logique sanitaire qui consiste à faire faire du sport pour éviter d'avoir à payer les dépenses de santé derrière. On voit combien plus que le football, alors on parle souvent du football comme un outil politique, il a toujours été dans l'histoire, ça a toujours été une manière d'exprimer les rapports de force politiques. On voit aussi mais bon, c'est valable aussi pour les démocraties, mais que le footballeur, pour le coup, lui, est vraiment plutôt l'allié de ce genre d'initiative, plus que le football lui-même, qui se peut pratiquer de manière universelle. Le footballeur lui-même, lui, est vraiment la cible de ce genre d'initiative et de régime aussi, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat, quoi. C'est quand même une monarchie autoritaire. C'est quand même une grande opération de nettoyage de vitrines aussi. Et puis aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires d'État. C'est-à-dire que, entre guillemets, la formule pas de moi, elle est d'Abdallah Boulma, mais on est sur des mercenaires qui vont travailler littéralement, contractuellement, pour Mohamed Ben Salman, via l'autorité qui les a recrutés. Tu parlais des joueurs de foot, là. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit... Il paraît que le gouvernement a racheté les clubs parce qu'avant, ils appartenaient à des gens et c'était totalement corrompu. Alors, c'est peut-être de la corruption, mais en tout cas, de nettoyage, voilà. En tout cas, qui a été l'idée, c'est de par l'État. Privatiser pour professionnaliser. C'est-à-dire que là, on a le Public Investment Fund, le fonds d'investissement saoudien, qui a racheté 4 clubs. C'est les 4 clubs historiques. On a Aramco qui va en acheter d'autres. Aramco qui est le bras armé, pétrolier et financier de l'État saoudien. Et leur objectif, il est simple, c'est de cadrer pour permettre le développement de l'activité foot et éviter ce genre de difficultés. C'est la vieille tradition autoritaire. De toute façon, les régimes autoritaires, ça va toujours beaucoup plus vite, beaucoup plus pratique, forcément. Voilà. Comme il n'y a pas de problème de... il y a moins de débats. Oui, il y a pas besoin de désaccords, donc forcément, ça va plus vite. Chez nous, parfois, il y en a trop. Culturellement, ils sont pareils que les Qataris. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans leur façon de gérer le PSG, les Qataris, est-ce que c'est... Tu vas me dire non, forcément, puisqu'on le voit, on le constate, c'est pas la même chose que ce qu'ils font les Saoudiens avec Newcastle. Et dans la différence culturelle, ce que je voulais dire, c'est cette espèce de courtisianisme, de gens autour du décideur et de rumeurs, par exemple pour le PSG en ce moment, comme à chaque intersaison où il faut savoir qui est le nouvel entraîneur, qui sont les nouveaux joueurs qui vont arriver, les informations arrivent de Doha, c'est à qui dit... moi j'ai eu une info qui vient de Doha. Moi j'ai une info de l'entourage de Nasser. Moi j'ai une info du directeur sportif. On ne sait jamais où est réellement exercé le pouvoir. Est-ce que culturellement ils sont pareils les Saoudiens ? Ils sont d'abord beaucoup plus nombreux, le pouvoir est mieux défini et tu n'as pas les cercles d'influence que tu as par exemple au Qatar. Au Qatar, quand tu as un décideur, tu as 6 à 10 personnes autour qui le conseillent. Sachant et qui parlent beaucoup. Et qui parlent beaucoup, qui fuitent et qui donc se mettent aussi en avant. Ce qui fait que tu ne sais jamais où est prise la décision. Par exemple, pour Newcastle, tu n'as pas cette difficulté-là. Tu n'attends pas qu'une décision tombe de Riyad et que MBS se positionne. Il laisse des gens qui professionnellement sont chargés de ça. Ce qui explique aussi la réussite de Newcastle. Comme à City, d'ailleurs. C'est exactement ça. Le modèle, c'est plus ça. Donc les Qataris ont vraiment une culture propre, quoi, de ces cercles d'influence qui noyotent, pourrissent, je ne sais même pas comment dire. C'est lié au nombre. Ils sont beaucoup moins nombreux aussi. Et puis ils sont dans une situation où ils sont finalement plus jeunes dans leur manière de gérer ça. Le foot, ils ne l'ont pas utilisé de la même manière. Et on le voit, il y a une vraie culture foot en Arabie Saoudite depuis très longtemps. Ça a longtemps été une place forte. Il y a un truc intéressant aussi, que tu vas peut-être confirmer, Jean-Baptiste, c'est qu'en Arabie Saoudite, on a des dirigeants en fait, dans le foot, dans le sport, qui sont des jeunes, formés souvent à l'étranger. C'est-à-dire que ça, l'élite saoudienne, enfin les gens en Arabie Saoudite vont souvent se former à l'étranger, reviennent dans leur pays, et donc voilà, on a des gens qui connaissent très bien le business, le foot. Je veux dire, c'est des quarantenaires là qui sont au pouvoir et qui prennent les décisions. Exactement. MBS n'a pas lui étudié. Alors lui, c'est le seul justement à pas avoir été formé MBS, c'est le prince héritier. Il n'a pas été formé à l'étranger. Lui, c'est un pur produit de Riyad. Par contre, les autres, effectivement, ils ont connu l'élite des universités anglo-saxonnes. Et donc, quand ils reviennent, ils ont quelque chose, ils apportent. Et puis, quand ils ont besoin de compétences, ils savent les trouver.
Donc c'est pas le chauffeur, le gars sympathique ou le gars qu'on a croisé, genre d'anecdote le qu'on peut dernier qui a avoir autour de chez parlé, nous. qui a raison. Ça, au Qatar, ça peut marcher. Ça peut Le marcher. chauffeur qui a une promotion. Ça peut arriver. Et en l'occurrence, là, on va chercher de la compétence. Et donc, on va aller chercher des entreprises étrangères qui vont arriver et qui vont permettre de construire ça. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que le projet saoudien a flotté entre 2017 et 2019. Et à partir de 2019, ça s'est structuré. Là, aujourd'hui, pour l'instant, à part Messi qu'ils n'ont pas réussi à avoir pour des raisons évidentes. Ouais, mais ils l'ont comme ambassadeur tourisme. Mais ils l'ont avec Saudi Tourism. Donc, il va faire venir visiter l'Arabie Saoudite. Ils ont finalement, pour l'instant, réussi. C'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire que on sait ce qui se passe là-bas, on sait la nature de ce régime, on sait finalement que c'est encore plus inquiétant que ce qu'on avait pu avoir au Qatar, et pourtant, ça fonctionne. Et il ne faut pas oublier que soft power, en français, c'est l'influence culturelle. Ça veut dire influence culturelle. Donc ça veut dire que quand tu es l'Arabie Saoudite, tu exerces aussi une attractivité auprès l'Arabie Saoudite, c'est la terre sainte. C'est le pays des lieux saints d'islam, oui, aussi. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Dans ton micro, Thibaut. Oui, pardon, cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Et donc cette influence culturelle, elle s'exerce à travers le football aussi. Ce qu'on dit sur effectivement le développement de la population locale, mais effectivement d'aller chercher des grands joueurs étrangers, les faire venir, c'est aussi une manière, tu as employé le terme chez nos confrères, d'influenceurs. En fait, ce sont des influenceurs plus les footballeurs. C'est ça. Raison, c'est ça l'idée. Ils viennent parler finalement en bien de l'Arabie Saoudite parce que quand vous allez recruter Benzema, vous prenez un joueur qui a encore 2 bonnes années de carrière à donner. Maintenant, c'est quelqu'un qui va faire les photos qui va bien, exactement, qui va faire les vidéos qui mais vont c'est bien. un top 10 dans le monde en termes de followers. Mais si c'était pareil, Ronaldo, c'est la même chose. C'est le premier. C'est-à-dire que vous allez acheter quelqu'un qui a une capacité de frappe de plusieurs centaines de millions de personnes. C'est pour ça que quand tu choisis d'aller signer là-bas, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Tu es aussi un élément. On ne peut pas juste dire « oui, moi je fais que du sport, je fais pas de la politique ». Là, le sport et politique sont mélangés. C'est aussi pour ça que... Il faut que les joueurs aussi assument cet aspect-là. Et c'est aussi pour ça que les salaires sont si élevés. Voilà, c'est-à-dire que si on valorise autant... Ils pensent à ça. J'espère qu'ils sont conseillés parce qu'à un moment donné, il y a une vraie responsabilité aussi. Ils ne pensent pas qu'ils vont faire de la politique. Peut-être, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils pensent à l'oseille. Bah oui. Sauf que quand tu vas te retrouver là-bas et que tes pieds poings liés avec un régime qui te paye lui-même, forcément, t'es parti. La peine de mort est une réalité en Arabie Saoudite. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand on y va, on sait aussi pourquoi on y va. Et ça, c'est aussi à ça que va servir le football. Ça va faire disparaître ces idées-là. C'est passionnant, Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour tout ça. Et bien sûr, on va s'intéresser d'un peu plus près. Je signale que le championnat saoudien est diffusé par RMC Sport. Les matchs de Cristiano Ronaldo, notamment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Donc, Laurent Salvador va nous régaler des matchs de Benzema, j'imagine, dans quelques semaines. On aura été précurseur sur l'achat de ses droits. Voilà. À quoi bon acheter la Ligue 1 1 milliard d'euros, Vincent Labrune. Jean-Baptiste, un mot, tu sors... C'est un sujet qui me fait penser, Thibaut, il y a un truc qu'on n'a pas souligné hier quand on parlait du milliard là, espéré par Vincent Labrune qui n'arrivera pas. C'est en plus, il veut l'augmentation alors que partout en Europe ça baisse, mais il veut l'augmentation l'année où il y aura moins de matchs. Il y aura moins de matchs puisqu'on va passer à 18 clubs. C'est un truc qu'on n'avait pas précisé. Oui, mais de toute façon, c'est formidable. T'as plus Messi. T'as plus Messi, t'auras peut-être plus Neymar. Messi, il servait à vendre les droits. Enfin, il aurait pu servir à vendre les droits à l'étranger. Mais c'est le triomphe de la pensée magique, quoi. C'est vraiment, il y a un problème dans la réalité. Bon, on change juste, on met un slogan dessus, et puis ça résout le problème. C'est la pensée magique. Jean-Baptiste, oui, tu sors un bouquin dans quelques jours là ? Ouais, Qatar dominé par le sport, ça sort chez Bréal. On l'a coécrit avec 2 potes, Mourad Bouani et puis Alexandre Denezet. Et c'est le premier livre qui revient sur la Coupe du Monde 2022 et sur toute la stratégie du Qatar depuis 20 ans. C'est simple, c'est accessible, c'est clair. Achetez-le. Très bien, excellent. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Faut juste, sur le plan sportif, il y a une précision qu'il faut faire. C'est que les clubs saoudiens, à l'échelle de l'Asie, ils ont gagné par exemple la dernière Ligue des Champions asiatique, entraîné par Jardim, le club de Al Hilal. Ouais, donc ça veut dire quand même que, c'est pas. Il n'y a pas que des équipes en bois. Enfin, après, c'est à l'échelle de l'Asie. On verra quand ils seront confrontés à des gros clubs. Si tu prends par exemple sur toute l'histoire des championnats du monde des clubs, ils sont présents 4 fois sur les 15 dernières années. Lors de la précédente édition du championnat du monde des clubs, ils sont en finale, ils perdent contre le Real. La prochaine édition, elle est organisée en Arabie Saoudite et ils seront probablement pas ridicules. Aujourd'hui, c'est capable de challenger au moins nos Ligue 1, ça, il n'y a pas de problème. Et après...
C'est meilleur que l'Inter Après, Miami. on va voir que le football n'est pas qu'une affaire d'acheter des grands joueurs. On le voit tous les jours au Paris Saint-Germain. Il y a quand même aussi une affaire de structure. Et en l'occurrence, il se structure aussi. Mais ça prend du temps aussi. Le jour où l'Arabie Saoudite sera capable de sortir un grand joueur comme Neymar, Messi, là, on pourra commencer à s'inquiéter. Pour l'instant, on ne voit pas émerger ça. Ça peut arriver. Mais c'est les seuls. Vous savez qui a été la première idole à Riyad du nouveau football Bafé Gomis. Avec Jovinko, ça a commencé là, 2017, quand ils viennent les chercher.